Si la valorisation du token Celestia continue à augmenter, la sécurisation de la chaîne est renforcée. Des projets qui utilisent cette blockchain ont tout intérêt à ce qu'elle soit sécurisée. Donc je pense que ça peut continuer avec d'autres projets qui vont probablement annoncer des airdrops. Bonjour Koban, Hello, comment tu vas? je vais bien. T'as la casquette de Cryptos, donc j'ai un peu l'impression qu'on a inversé les rôles, que c'est toi qui vas m'interviewer pour aujourd'hui, mais non. On fait bien une interview d'un autre membre de l'équipe de Cryptost que peut-être ceux qui nous écoutent actuellement connaissent. En tout cas, je vais te laisser te présenter justement, Koban. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, comme c'est la coutume d'ailleurs sur Cryptost, qui es-tu? Quel a été ton parcours dans les cryptos et pourquoi est-ce que tu portes cette fameuse casquette de Cryptost aujourd'hui? Très bien. Alors, je suis Koban, hein, tu l'as dit. Je me suis présenté jusqu'à présent. Qui je suis? Je suis un membre de l'équipe de Cryptost Research. C'est pour ça que je porte cette casquette. Cryptost Research, on peut peut-être expliquer globalement ce que c'est, mais c'est l'activité de recherche et d'accompagnement des membres de l'écosystème pour les faire grandir un petit peu, leur expliquer qu'est-ce que c'est la blockchain et éventuellement leur proposer une meilleure compréhension de tout cet écosystème et de tous les protocoles associés, etc. Donc, dans cette équipe, je travaille principalement sur la partie narrative, la recherche de projets qui peuvent être globalement intéressants pour l'écosystème et dans son ensemble faire évoluer tout cela. Donc voilà, moi je suis pas un très pas très bon pour me présenter en règle générale. Donc voilà. Bah, je vais le faire. Moi, je rajoute un élément, puisque du coup, évidemment, je suis de très près ce qui se passe sur Cryptos Research. Voilà, hein, pour ceux qui l'ont compris, ou peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui font partie de Cryptos Research, c'est voilà, une plateforme sur laquelle on a des experts, des analystes qui proposent du contenu quasi quotidiennement, voire même quotidiennement, on peut le dire, hein. Vous êtes une équipe à l'heure actuelle de 4 personnes, je crois. Quatre, si je ne dis pas de bêtises, Oui. voire un petit peu plus. Il y a peut-être d'autres personnes qui gravitent autour, mais par rapport à ceux que la communauté crypto se connaît, donc il y a évidemment Vincent Gann qui fait de l'analyse technique, ProfChain qui fait de l'analyse on-chain, Koban qui fait plus de l'analyse fondamentale, et on a également Will qui fait aussi de l'analyse fondamentale. Et par rapport à Koban, voilà, et vous allez le découvrir avec ce podcast, une personne qui arrive à flairer très souvent les bonnes tendances, et il va nous l'expliquer justement. On va commencer en parlant de ça, puisque voilà, concrètement, on va dédier ce podcast à discuter sur le sujet des airdrops. C'est la tendance du moment. Voilà, pour tous ceux qui suivent l'écosystème depuis quelques mois maintenant, il y a toute une grosse narrative autour des airdrops. Il y a eu Celestia en novembre 2023, on va évidemment en parler. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes dans ce domaine. Et il y a aussi beaucoup d'airdrops très attendus qui devraient arriver en début d'année. Donc on va parler de tout ça. Et, euh, et je voulais tout de suite commencer par te poser cette question-là. Quelle est toi ton expérience un petit peu vis-à-vis des airdrops? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement au quotidien? Qu'est-ce que tu fais en particulier pour t'y intéresser? Voilà, raconte-nous un petit peu comment est-ce que t'es tombé là-dedans et qu'est-ce que tu y trouves? Alors c'est un gros sujet, hein, les airdrops pour le coup. Euh, Ce qui est dans cet écosystème en général, quand on rentre, je pense que 90% des gens, je me trompe peut-être, mais on a en général envie de faire de l'analyse technique et réussir à faire du trading. Et c'est compliqué, c'est très très compliqué. Même si avec le temps, les compétences se développent, il faut quand même compter je dirais, entre 5 et 10 ans pour vraiment commencer à avoir des stratégies qui sont efficaces et qui, sur le long terme, sont gagnantes. Et l'avantage de l'airdrop, c'est que contrairement au trading, par des actions, par des tests qu'on va réaliser sur les protocoles qui sont en train de se développer et qui par conséquent n'impliquent pas d'engagement financier, on arrive derrière à être récompensé et à avoir souvent des allocations qui sont relativement intéressantes. C'est très variable en fonction des projets évidemment, mais sans engagement financier de notre part, pour simplement aller tester des protocoles et proposer en fait de l'activité, générer de l'activité sur les testnets notamment, on arrive à
à la fois aider le protocole et à être récompensés, puisque pour eux, c'est d'une grande aide d'avoir une base d'utilisateurs qui viennent mettre en évidence des bugs, mettre en évidence un certain nombre de choses. Et moi, c'est ce que j'aime en fait sur la chasse au airdrop, parce qu'aujourd'hui, on parle de chasse. Hein. Et qu'effectivement, je découvre des nouvelles choses, j'apprends des nouvelles choses, en même temps, j'aide les protocoles et je suis récompensé lorsque le protocole nous le permet, quoi. Bon, faut Voilà, pas. parce que pour faire une petite parenthèse, c'est vrai qu'on l'a pas expliqué. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas encore enfin, qui comprennent pas clairement ce que c'est qu'un airdrop. On en a un peu parlé quand même plusieurs fois sur Cryptos. Concrètement, c'est un mécanisme euh, qui fait que des projets dans l'écosystème des cryptos vont décider à un moment donné, lorsqu'ils vont lancer leur propre token, de récompenser une partie, pardon, une partie de la communauté, notamment ceux qui les ont soutenus dès le départ en leur offrant une allocation gratuitement de tokens. Et alors, comment est-ce qu'on devient éligible? Et bien justement, c'est en participant, en utilisant le protocole. Si on parle d'une blockchain, par exemple, c'est en ayant fait des bridges, des transactions, etc. Sur la blockchain. À quoi ça sert pour le projet? Comme tu l'as très bien expliqué, en fait, pour eux, c'est extrêmement important d'avoir justement des tests à grandeur nature, d'avoir des utilisateurs qui vont aller sur ce réseau de tests faire des transactions, les forcer finalement à se confronter à un cas d'utilisation réel. Et donc tout le monde est un petit peu gagnant. Et c'est aussi évidemment une vraie stratégie marketing pour les projets. Et pour faire un petit peu d'histoire, il y a eu quelques gros airdrops en 2021. Je crois que les premiers vrais gros airdrops qui a fait qu'on s'est intéressé à cette tendance, c'était Uniswap à l'époque. Il y a eu ensuite des DYDX, il y a eu des Paraswap, il y en a eu quelques autres qui ont été vraiment des très gros montants. Hein. À l'époque, évidemment, il y avait beaucoup moins de chasseurs d'airdrop, donc plus de personnes qui pouvaient obtenir des grosses allocations. Ça, on parlait de plus de 10 000 dollars parfois pour certains. Ça continue encore, et d'ailleurs, tu vas nous l'expliquer. Mais donc, toi, voilà, ça c'est quelque chose que tu fais quotidiennement. Comment tu fais finalement pour aller t'intéresser à ça, découvrir justement est-ce- quel protocole pourrait potentiellement faire un airdrop voilà, quelle est ta manière un petit peu de travailler pour les trouver et pour y consacrer du temps? C'est une bonne question. Bon, évidemment, la première façon de chercher le meilleur environnement de chasse, c'est sur des projets qui sont nouveaux, très jeunes, qui ouvrent leurs portes sur les testnets. Et donc là, du coup, il faut taper très très large, hein, essayer de rechercher ce qui a le plus de potentiel, éventuellement en se concentrant sur la partie financement, sur les fundings des projets. Un projet qui a soit des très gros financements, soit certains financeurs, hein, quand on a un Binance Lab, quand on a du Paradigme, quand on a un certain nombre de financeurs, on sait que les probabilités derrière qu'il y a un airdrop sont relativement élevées ou non, hein, tout simplement. Et Bon, là, en tout cas, s'il y a airdrop, elles vont être l'allocation qu'on va recevoir est plus importante évidemment s'il y a eu des gros voilà. financements. Et comme il y a énormément de projets qui se lancent et que le farming est relativement chronophage, on peut pas chasser partout. Donc il faut vraiment targeter ses cibles. Donc la première façon de faire, c'est effectivement par le biais des fundings et aussi par, on va dire, ce qui transpire des projets via Twitter, hein, parce que Twitter c'est quand même un super outil pour le- l'écosystème crypto. Le côté pervers de ce côté Twitter-là, c'est qu'en général, les airdrops ou les projets qui sont les plus farmés sont ceux finalement qui offriront des allocations les plus restreintes. Alors, faut réussir à jongler entre tout ça, trouver les projets qui ont du potentiel, mais qui sont d'un autre côté pas trop farmés. Et encore que, tu vois, Arbitrum a été un projet qui a été énormément farmé, mais qui a donné quand même une belle allocation parce que derrière, les fundings et le potentiel du projet étaient quand même conséquents. Donc voilà, il faut réussir à réfléchir à tout ça. Tu as aussi des écosystèmes qui sont plus favorables que d'autres aux airdrops, notamment Cosmos. Cosmos, c'est un, on va dire, c'est un écosystème sur lequel les airdrops font partie même de l'essence de cet écosystème. Donc, en plus, c'est relativement passif. Cosmos, c'est globalement mettre des tokens en staking et puis attendre finalement que les nouveaux protocoles réalisent une allocation pour les stakers. Et c'est vrai que là-dessus, Cosmos a été très très fort. Et, ceux qui ont staké en 2021
2023 n'ont pas regretté, puisqu'effectivement, il y a eu dernièrement, il y a un mois ou deux maintenant, l'airdrop de Celestia. Bah justement, je voulais avoir ton avis sur ce sujet. On en parlait un petit peu récemment sur Cryptos, j'en avais fait d'ailleurs un thread là hier, je crois, sur le sujet au moment où on tourne la vidéo, sur le fameux staking for airdrop. Donc voilà, parce que comme tu l'expliquais tout à l'heure, théoriquement les airdrops c'est aussi fournir de ton temps donc de l'implication en utilisant un protocole. Et là c'est quand même un petit peu différent, c'est-à-dire que tu vas simplement staker des actifs sur une blockchain ou dans un protocole, donc en l'occurrence là sur Cosmos. Et pour cette simple action-là, qui du coup n'a rien à voir avec les futurs projets qui distribueront les airdrops, bah, tu reçois quand même un airdrop. Ça a été le cas avec Celestia par exemple. Donc c'est vrai que c'est un peu une nouvelle manière d'appréhender les airdrops et qui pourtant a très très bien fonctionné en 2023. Et justement, tu vas nous le raconter un petit peu. Toi, quand est-ce que tu as commencé à staker sur Cosmos et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté comme récompense par le biais des airdrops? Il y en a eu pas mal. J'ai commencé à staker sur Cosmos il y a quand même pas mal de temps déjà. J'ai eu des airdrops, il y en a eu pas mal. Il y en a eu avant, enfin pendant le dernier run. Il y en a eu depuis le dernier run. Là, les airdrops sont en train de prendre une nouvelle dimension, hein, clairement. Euh, Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça avait démarré avec Uniswap. On était tous surpris. On était là, fait, oh, c'est quoi cet airdrop? En plus, il faisait plaisir, tu vois. C'était l'un des tout premiers avec une belle valorisation. Et derrière, bah, ça s'est enchaîné. Donc, jusqu'à présent, sur Cosmos, on avait eu des airdrops qui étaient somme toute raisonnables. Celestia a vraiment changé la donne. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment, comme tu l'as dit, cette chasse passive du staking est particulièrement intéressante avec des projets qui attirent en fait qui attirent d'autres projets. Alors, je vais le dire autrement, mais Celestia, c'est la data availability et globalement tous les projets qui vont travailler avec Celestia ou qui vont être en partenariat avec Celestia pourraient potentiellement proposer un airdrop. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Celestia a attiré autant de personnes, c'est pour ça que le token a fait aussi belle performance, et que dans l'idée, il y a des gens qui vont acquérir un bag de Celestia pour le mettre en staking, en se disant que cette part de capital qu'ils vont allouer à ce staking de Celestia sera globalement remboursée soit entièrement ou en partie, voire plus, par tous les airdrops qui vont arriver par la suite. Et on en a eu un dernièrement qui est celui de Dimension, qui a été relativement sympathique puisque le token a globalement très bien progressé dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dans les 2 derniers jours, parce que je crois que c'était il y a 2 jours. Puisqu'il était lancé il y a 2 jours. Donc il a dû faire plus 100% depuis sa sortie, puisqu'il était valorisé autour de 4 dollars sur les pré-market et que maintenant il est autour de 8, quoi. Donc il y a cette idée de staker et de staker éventuellement dans les écosystèmes ou sur les projets qui sont intéressants comme Celestia, comme Dimension, puisque Dimension c'est un roll-up as a service et du coup il y a d'autres projets qui vont venir l'utiliser, qui pourraient eux aussi airdropper. Donc on est vraiment dans un système de poupée russe, tu vois, qui fait que les gens vont staker pour avoir potentiellement des allocations intéressantes sur d'autres projets. Donc on peut en citer d'autres, hein. Il y a Peace Network qui est un oracle, tous les projets qui pourraient travailler avec Peace Network pourraient effectivement proposer aussi des airdrops. On a Injective qui est une blockchain qui a énormément progressé en 2023-2024 et qui du coup est globalement intéressante et on a envie d'avoir un peu de staking sur Injective pour ce qui va arriver. On a Solana qui a offert beaucoup d'airdrops dernièrement euh, avec les stakers de Solana, notamment. On avait vu le projet là, de liquid staking, j'ai plus le nom en tête. Qui distribue le LST justement. Ouais, ouais, bon, peu importe, mais dans Euh, tous les cas, on a eu une belle c'est pas allocation. Enfin voilà. Jupiter, Donc, c'est Jito. ouais, c'est ça, exactement. Jito. Donc, c'est vrai que cette nouvelle façon de chasser est beaucoup moins chronophage. Moi, j'avais comparé ça au proof of work et au proof of stake. Vraiment, le proof of work, forcément, on travaille, on travaille, on travaille. Le proof of stake, on a juste à déposer du capital. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça change un petit peu et c'est quand même vachement intéressant. Ça change, mais justement, c'est un élément important ce que tu dis. On a juste à déposer du capital. Pour certains, justement, déposer du capital, c'est quand même un frein dans le sens où, non pas qu'ils n'ont pas le capital pour le faire, mais tu te dis que tu vas immobiliser ton capital sur un actif qui
ne va peut-être pas tant se valoriser. Et c'était l'exemple de Cosmos. Justement, Atom a souvent été un petit peu pointé du doigt en disant voilà, les performances ne sont pas exceptionnelles et avoir staké du Atom pendant un an, bah, ça n'a pas forcément apporté énormément de récompenses. Et puis finalement, bon, voilà, il y a eu tous ces airdrops qui ont fait qu'à un moment donné, bah, tu t'y retrouvais quand même. Mais c'est vrai que tu dois immobiliser du capital. Alors, il y a d'autres stratégies hein, pour farmer les airdrops que celle-ci. On reviendra tout à l'heure sur ces sujets-là. Mais en tout cas, donc on a compris dans l'ordre des poupées russes qu'il y avait Cosmos qui a distribué des airdrops, notamment celui de Celestia en novembre 2023, euh, qui lui-même a distribué d'autres airdrops. C'est-à-dire que ceux qui avaient récupéré une allocation de token TIA ont pu, et qui l'ont mis en staking ont pu obtenir des airdrops, et notamment celui de Dimension. Alors, on va faire un focus sur Celestia, on reviendra après sur Dimension, je voudrais ton avis sur le sujet, mais d'abord sur Celestia. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a déjà eu plusieurs airdrops confirmés, donc Dimension qui a été distribué. Il y a eu Namada, si je ne dis pas de bêtises, Saga, Altlayer. Donc ces trois-là ont été confirmés mais pas encore distribués. Ça fait déjà 4 airdrops, c'est assez important. Est-ce que tu penses que ça peut continuer? Pourquoi d'ailleurs est-ce que ces projets, tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que ces projets ont intérêt à faire ça? Et est-ce que tu penses que ça peut continuer à l'avenir? Oui, je pense que ça peut continuer. Il y a Milk que tu n'as pas cité, qui est intéressant aussi. Alors pourquoi ça pourrait continuer? Si la valorisation du token Celestia continue à augmenter, la sécurisation de la chaîne est renforcée. Des projets qui utilisent cette blockchain ont tout intérêt à ce qu'elle soit sécurisée. Donc je pense que ça peut continuer avec d'autres projets qui vont probablement annoncer des airdrops. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est du marketing aussi pour eux. Celestia est vraiment dans le viseur de tout le monde aujourd'hui, donc un projet qui se lance avec Celestia et qui annonce un airdrop va forcément se faire connaître plus facilement. Donc oui, je pense que ça peut continuer. Maintenant, on a atteint quand même une grosse valorisation sur Celestia. Euh, voilà, il faut être prudent. Ouais, c'est peut-être. Alors, évidemment, voilà, moi je suis très mal placé pour aller donner des avis sur le cours ou etc. Mais peut-être qu'on peut se dire après une telle performance de Célestia, on parle quand même d'un passage de 2,50 $ à peu près au listing en novembre 2023 à aujourd'hui 20 $. Donc c'est une performance quand même complètement exceptionnelle, renforcée par ce que tu expliquais justement, c'est-à-dire que tout au long de cette hausse, ben, il y avait toujours des individus qui étaient prêts à aller acheter du TIA, peu importe le prix, pour le mettre en staking, parce qu'ils se disaient justement, bah, je vais récupérer des allocations d'airdrop potentielles qui peuvent dépasser ça, donc finalement, ma mise de départ, j'en ai un petit peu rien à faire parce que je vais la compenser par ces airdrops. Mais bref, oui, il y a quand même une très grosse hausse qui fait qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de se dire, est-ce que ça vaut encore le coup de rentrer en staking sur Celestia avec ces histoires d'airdrop. En tout cas, voilà, il y a eu donc il y a eu cette phase Celestia qui pourrait continuer, je pense aussi personnellement à l'avenir. De un, parce que je pense que Celestia ne doit pas être résumé simplement à un outil sur lequel tu peux farmer des airdrops en stakant. Au-delà de ça, Celestia, c'est quand même voilà, le sujet des blockchains modulaires. C'est un apport technologique qui est ultra intéressant. On va pas en parler maintenant. On a une vidéo d'ailleurs dédiée à ce sujet sur Cryptos, donc ceux qui sont intéressés, allez la voir. Mais voilà, il y a quand même un sujet très intéressant autour de Celestia qui risque de chambouler aussi un petit peu le paysage des blockchains tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc pour cet aspect-là, quand même, je pense que ça va continuer. Et puis comme tu le dis, parce que tous les projets qui vont demain se dire, bah, je vais aller me lancer sur cette infrastructure de blockchain, eh ben, j'ai tout intérêt aussi, moi, à distribuer une allocation de tokens aux stakers de Celestia. Il y a ça. Et puis il y a Dimension. Dimension, donc, que tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est que Dimension, mais Dimension a été donc distribué, le token DIM a été distribué par le biais d'un airdrop il y a 3 jours au moment où on enregistre ce podcast, aux stakers de TIA justement. Et donc il y a voilà, une narrative qui se relance, comme les poupées russes. Voilà, on a des rumeurs qui disent bah, si vous stakez vos DIM, vous aurez probablement aussi le droit à recevoir des airdrops, des projets qui vont utiliser Dimension. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est très rapidement Dimension? Pourquoi est-ce que donc il y a des projets qui vont potentiellement se développer dessus et qui le font déjà d'ailleurs? Et pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt, selon toi, à distribuer des airdrops? Alors, c'est un peu la même chose que pour Celestia finalement.
Qu'est-ce que Dimension? J'ai pas énormément creusé le projet, mais globalement, je peux en parler rapidement parce que j'ai vu à peu près ce que c'était. Et c'est un roll-up as a service. C'est-à-dire que des gens qui ont une idée, qui ont un projet, et qui n'ont pas forcément les compétences blockchain, vont venir sur Dimension et ils vont, entre guillemets, lancer leur blockchain en cliquant, en faisant 3, 4 clics, 5 clics. L'idée, c'est ça. Globalement, on peut strapper une application sur Dimension juste en faisant quelques manipulations rapides. Ça, c'est intéressant parce que ça peut attirer notamment des développeurs Web 2 qui ont une idée mais qui n'ont pas les compétences. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que de la même façon qu'on a pu attirer de la valeur sur Celestia et mieux sécuriser la chaîne, on peut être amené à faire la même chose sur Dimension. Et tous les projets qui vont se lancer sur Dimension bénéficieront de tout ce marketing, de toute cette mise en lumière que peut apporter la visibilité de Dimension. Voilà, en résumé. Hein. Ouais. Et donc finalement, voilà, c'est une histoire de boucle hein, de toute manière, mais comme ça avait été le cas pour Celestia, on pourrait anticiper que ça soit également le cas pour Dimension, potentiellement pour Peace Network comme tu le disais, et éventuellement d'autres aussi dans le futur. Donc voilà, tout ça c'est toute cette tendance du staking for airdrop, si on peut l'appeler comme ça, et qui je pense pourrait vraiment encore nous animer quelque temps sur cette année 2024. On va passer à un autre sujet sur les airdrops, parce que voilà, je sais que tu fais beaucoup de différentes activités dans ce domaine-là. Là, on a parlé du staking, il y en a d'autres. Mais avant ça, je voulais qu'on fasse une petite parenthèse ensemble. Tu m'avais raconté en off podcast la petite anecdote d'un wallet test pour toi sur le sujet des airdrops. Donc celui que tu as alimenté par le biais d'un airdrop au départ et qui aujourd'hui s'est un petit peu développé. Est-ce que en 2 mots, tu peux me raconter l'histoire de ce wallet et où il en est aujourd'hui? Oui, tu veux des chiffres? Et oui, si on peut avoir des chiffres, ça peut être intéressant, mais c'est plus non pas voilà, avec la volonté que tu nous donnes la valeur de ton portefeuille, c'est pas l'intérêt bien sûr, mais c'est juste voilà que tu donnes aussi un exemple à ceux qui nous écoutent. On parle d'airdrop depuis tout à l'heure, on a évoqué quelques montants, mais c'est intéressant d'avoir vraiment une image claire de qu'est-ce que ça peut représenter, et je trouvais ça intéressant de ta part cet exercice de se dire voilà, je vous fais un wallet de test et je peux montrer en fait une évolution. Donc là voilà, ce sera une évolution à moyen terme puisque c'est pas terminé, hein, il reste encore des, des, des récompenses à aller chercher. Ouais. Alors, l'idée de ce wallet, effectivement, c'est une expérimentation. Je me suis dit, est-ce que un wallet dans lequel je pars de zéro est capable de mieux performer que moi en faisant mes entrées-sorties en swing ou autre, en investissement sur les projets crypto. Bon, c'est quand même, je me dis là vraiment, je essaye de mesurer si j'arrive à faire mieux que ne rien faire en fait. Et donc du coup, l'idée est venue après l'airdrop d'Aptos. L'airdrop d'Aptos, j'avais réussi à claim les NFT, enfin, à les mint. NFT qui nous avait permis d'avoir une allocation d'environ 1500 $. Et là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette allocation? Donc Donc, on était en novembre 2022 à peu près, octobre-novembre 2022, ouais, dans je ces crois que c'est eaux-là. ça, ouais. Et du coup, je me suis dit que de quelle manière je vais réussir à faire le mieux croître ce capital. Et là, je suis quand même pas mal impliqué dans l'écosystème Cosmos. J'aime beaucoup Cosmos. Euh, je me dis, bon, je sais que Cosmos, en les stakant, je vais avoir des airdrops, donc je vais staker sur Cosmos. Donc j'ai swap mes tokens Aptos en tokens Cosmos et je les ai stake. Et à partir de là, bah, j'ai fait simplement, j'ai récupéré mes rewards que j'ai restakés. J'ai fait ça pendant X temps. Et donc aujourd'hui, le portefeuille qui était à 1500 $ au moment de l'airdrop d'Aptos est maintenant autour de 7000 $. 7000 $ par le compounding de toutes les récompenses de staking et par l'obtention de différents airdrops. Évidemment, Celestia a apporté une grosse part de ce capital-là. Et maintenant, il y a la part Dimension. Alors pour Dimension, il va falloir que je me fasse un petit peu des calculs parce que pour le coup, Dimension, c'était plusieurs wallets que j'ai renvoyés vers une seule adresse. Et donc, il va falloir que je coupe un petit peu l'allocation pour la remettre sur ce wallet-là.
Mais globalement, Pour l'instant, en c'était plus, les 7 000 $, c'est sans cette allocation de Dimension. exactement. Donc on doit être autour du 1 000 $, je pense. Et l'idée, effectivement, c'est de continuer à travailler sur ce wallet de manière passive. Quand je dis travailler, c'est pas faire de la chasse comme on peut le faire sur d'autres blockchains, mais c'est vraiment faire du staking, attendre et voir comment ça évolue, en restant dans l'écosystème Cosmos pour le coup. L'objectif que je m'étais fixé. Je pense que Cosmos a quand même une carte à jouer dans les mois et semaines à venir, plus dans les mois à venir que dans les semaines à venir. Mais du coup, je pense que je vais rester effectivement dans cet écosystème et on pourra juger dans 12 à 24 mois où en est ce portefeuille pour voir si effectivement le portefeuille a été meilleur que moi ou non. L'avantage, c'est que en plus, tout ça, ça se passe sur le même wallet. Celestia, Dimension, Cosmos, et même tu parlais tout à l'heure de Injective. Tout ça peut être sur le même wallet, donc c'est avantageux. Mais je trouve l'exercice super intéressant et super parlant parce que c'est vrai qu'on peut avoir des retours d'expérience de personnes qui vont nous dire bah, j'ai pu faire tant avec des airdrops, mais là c'est bien de se dire ok, on est parti avec une base de bon, 0 dollars de base vraiment, mais donc 1500 avec cet airdrop d'Aptos, et on est déjà quand même monté assez haut, simplement comme tu dis, de manière totalement passive. Voilà, donc j'ai hâte de voir dans quelques mois euh, ce que ça aura donné. Est-ce que ça sera monté plus haut? Est-ce que ça aurait été un très bon choix de ta part de continuer? Pour l'instant, ça s'est avéré être un bon choix, notamment avec Celestia, puisque de un, le token a fait une belle performance, et de 2, il a engendré des airdrops. Est-ce que ce sera le cas pour Dimension? Je te le souhaite, bien sûr. Mais donc là, tu as ce wallet-là, euh, et tu as donc aussi d'autres stratégies, évidemment, pour chasser les airdrops, notamment une stratégie qui est assez peu répandue, je pense, parce que ça demande quelques compétences cette fois-ci, c'est celle des nodes. Tout à Il y a fait. il y a quelques exemples à donner, hein, ceux qui ceux qui ont donc monté des nodes sur certains réseaux de tests à une époque ont pu recevoir des allocations bien plus importantes que celles qu'on a mentionnées jusqu'ici, notamment pour Aptos et d'autres blockchains, puisque l'apport en fait de ces utilisateurs qui le font est beaucoup plus important, donc la récompense l'est également. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu pratiques aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, en donnant quelques cas d'exemple, ce que tu as pu obtenir par ce biais-là, mais en même temps, qu'est-ce que ça nécessite de ton côté comme contribution, et le temps que ça demande, etc., les investissements que tu peux faire avec ça? Ouais. Alors il y a deux choses différentes en gros. Enfin, quand on monte des nodes, on a dans les testnets, on monte un node parce que le projet nous plaît, on va sur le testnet et on se pose pas trop de questions. C'est ce qu'on pourrait être amené à faire aujourd'hui sur Berachain. C'est quelque chose qui circule pas mal sur les réseaux avec des airdrops potentiels. Et donc il y a une narrative effectivement autour des nodes et des airdrops qu'on pourrait avoir. L'inconvénient de cela, c'est que déjà on cible pas forcément nos targets. On va être très large puisqu'on va monter des dizaines de nœuds et l'allocation risque d'être diluée par le nombre de participants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer de targeter un peu mieux les projets et postuler, parce que ça se fait de plus en plus, à un testnet fermé. Et Celestia, encore eux, avaient effectivement fait ce qu'ils ont appelé la blockchain race, je crois. Il y avait race dedans, pas me tromper, mais je pense que c'est ça. Et donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi les 1000 candidats. Enfin, pas parmi les 1000 candidats, il y avait 20 000 candidatures, il y a eu 1000 sélectionnés. Et donc, à la suite de cela, on a eu un airdrop de tokens. Pour ma part, j'étais sur la partie Light Node parce qu'ils avaient séparé en trois. C'était vraiment ultra structuré. Et donc, j'ai eu 8000 tokens Celestia, qu'évidemment, j'ai pas vendu au sommet. J'en ai gardé Au contraire. une partie, mais une partie infime par rapport à ce que j'avais. Et aujourd'hui, tu as Avail qui a fait la même chose. Avail qui œuvre aussi dans la data availability. Malheureusement, j'ai pas été sélectionné. On a Espresso maintenant qui va faire également un testnet fermé qui sélectionne des candidats. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se professionnalise de plus en plus parce que les questions sont de plus en plus techniques. Elles ciblent vraiment des gens qui ont les compétences pour monter une infrastructure durable. Parce que quelque part, ce qu'ils vont chercher à faire les projets ici, c'est trouver des partenaires pour le moment où ils vont passer en mainnet, quoi, concrètement. Ouais, Mais parce que concrètement,
petite parenthèse là-dessus, en fait, ce que tu expliques, c'est que voilà, maintenant, vous avez des questionnaires à remplir pour montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous y connaissez un petit peu techniquement. Mais pourquoi est-ce que les projets font ça? Et surtout, pourquoi est-ce que si moi, par exemple, qui ne suis pas du tout technique, qui pourtant, par le biais d'un tuto, pourrait monter un node sur un réseau de test sur une blockchain, pourquoi est-ce que pour eux, finalement, c'est un peu moins avantageux et pourquoi est-ce qu'ils veulent cibler des gens comme toi qui ont plus de compétences techniques et qui vont être, entre guillemets, plus sérieux? Qu'est-ce que ça leur apporte? Déjà des retours, je pense plus concrets, plus ciblés, des échanges plus simples. Euh, Ils ont aussi moins de temps à déployer pour aider les gens. Forcément, si tu as des gens qui sont plus techniques, qui vont monter des infrastructures plus professionnelles, dans les mises à jour qu'ils vont demander, ben, ils auront une meilleure réactivité. C'est vraiment le fait d'avoir affaire à des professionnels qui vont avoir des échanges plus professionnels et plus concrets avec la technique, quoi. Et c'est vrai que sur Celestia, pendant cet accès privé, on a eu, pour moi, pas tant de mises à jour à faire que ça, mais on en a eu une vingtaine sur 2 mois et demi, 3 mois. Donc, il faut quand même avoir du temps pour le faire. Et on avait des petites tâches supplémentaires qui allouaient, enfin qui permettaient de débloquer des allocations supplémentaires, comme le développement d'une interface en Python ou autre, qui permettait de visualiser l'évolution de la chaîne et les échanges qui étaient réalisés. Enfin, donc tu vois, ils cherchent vraiment des professionnels du métier pour aller simplement développer leur testnet et tester tout ce qu'ils ont envie de tester. Maintenant, c'est pas parce qu'ils cherchent des professionnels que quelqu'un qui démarre dans le métier ou qui a envie de soi-même grandir et s'approprier ses compétences, que c'est pour autant impossible puisque c'est pas totalement fermé. On vous demande pas le capital de votre entreprise, on vous demande pas ce genre de choses, on vous demande simplement de répondre à des questions techniques, de voir de quelle manière vous allez déployer ça et voir si c'est concrètement cohérent avec ce qu'eux ils attendent d'une gestion de node. Si on prend un autre exemple, tu vois, Massa, qui est un projet francophone, ils ont cherché tout autre chose. Ils ont cherché, leur objectif, c'est de décentraliser au maximum leur blockchain. Et donc, ce qu'ils voudraient, eux, c'est d'avoir pour chaque personne à la maison un petit boîtier dans lequel il y a la blockchain Massa. Et donc, ils ont développé un système qui est très très simple d'utilisation. Et quand ils ont fait leur testnet, qui était incentivé aussi, il était ouvert à tout le monde. Et pour le coup, ils ont fait quelque chose de simple et ils voulaient vraiment qu'un maximum d'utilisateurs puissent accéder à ça et développer leur réseau, quoi, concrètement. Donc ça dépend vraiment du projet, qu'est-ce que le projet recherche, quelles sont les finalités dans la gestion des nœuds, quel type d'acteur il recherche, et voilà. Dans tous les cas, je pense que c'est vrai que c'est un bon moyen également de chasser. Comme tu l'as dit, Aptos, par exemple, qui était ouvert à tout le monde, avait une allocation qui était, ma foi, fort sympathique également pour les gestionnaires de nœuds, puisqu'on était, je crois, autour de 1 500 $ également. Donc, même si on peut avoir de la dilution quand on crée ces nœuds par rapport à l'allocation qu'on pourrait avoir, je pense que si vous vous intéressez globalement à la technique, à la gestion d'un nœud, à la gestion d'un serveur, à mettre des lignes de commande dans un Linux ou autre, que vous cherchez à vous développer personnellement, je pense que c'est vraiment une très bonne expérience. Ok, ok, bah, c'est intéressant. Et alors, donc, pour résumer, donc, on parlait des airdrops, il y a euh, faire des interactions sur une blockchain, interagir avec un protocole, etc. Ça, c'était la première manière. Il y a eu les nœuds, il y a eu le staking. Donc ça, c'est un petit peu voilà, les trois différentes stratégies qu'il peut y avoir pour essayer de se rendre éligible à des airdrops. Et donc cette partie nœud qui est assez intéressante puisque, comme tu l'expliques, donc au passage, tu peux aussi te former, acquérir des nouvelles compétences et voilà aussi découvrir finalement euh, plus en profondeur cet écosystème des cryptos et comment fonctionne typiquement une blockchain, puisque j'imagine que quand tu dois monter ton nœud, petit à petit, tu vas voilà, essayer de comprendre les mécanismes qui font que ça fonctionne comme ça. Euh, alors j'imagine que toi, tu prends quand même un certain temps quotidien sur ce sujet. Ça t'a demandé aussi pas mal d'années peut-être pour te former et apprendre aujourd'hui. Tout ça, ça représente quoi comme pourcentage dans ta journée de travail, toutes ces activités-là? Ouais, alors pour le coup, moi, c'est ma formation de base. Je suis ingénieur système réseau, donc pour le coup, c'est quelque chose que je fais, enfin, je faisais déjà au quotidien avant. Maintenant, aujourd'hui,
Au quotidien, c'est, on va dire, 1 heure par jour à peu près. Euh, c'est le temps à consacrer au départ le plus important. Après, tu as globalement le suivi, donc la supervision de tes nœuds. Vraiment savoir s'ils tournent bien, s'il n'y a pas eu de crash, surtout sur les testnets, c'est important. Voir s'il n'y a pas de mise à jour à faire, parce que forcément, plus tu ouvres ton portefeuille de nœuds, plus tu dois avoir des interactions à faire pour les mises à jour, la maintenance, etc. Derrière, évidemment, s'assurer que le serveur est en bonne santé. Donc, bon, il y a quand même de la maintenance à faire au quotidien. Vérifier que les transactions passent. Enfin, bon, un tas de tâches. En gros, ça me prend 1 heure par jour. Après, quand il y a des mises à jour à faire, ça peut prendre également 1 heure dans la journée. Si on commence à avoir 3 mises à jour à faire dans la journée sur trois projets différents, c'est un peu plus compliqué. Parfois, bon, les mises à jour se passent pas forcément comme on l'attend, donc on passe un petit peu plus de temps. Mais ouais, globalement, moi, c'est 1 heure par jour parce que j'ai quand même plusieurs nœuds et j'ai plusieurs projets en surveillance. Et justement, est-ce que toutes ces infos, tu les fais partager au sein de Cryptos Research, j'imagine, pour ceux qui veulent découvrir aussi cet environnement-là, qui veulent essayer de, de, de participer à tout cet écosystème? Tu proposes justement quelques contenus d'information sur ce sujet et d'éducation? Ouais, tout à fait. On partage un maximum de choses, hein, sur Cryptos Research, notamment ce que nous on fait. Il y a mon compagnon Sip qui est à fond sur les nœuds. Donc, dernièrement, c'est plutôt lui qui a proposé des tutoriaux, donc pas à pas, pour comment monter tel ou tel nœud, comment suivre les choses. On, on pousse également toutes les actualités, hein. Je parlais tout à l'heure de Massa. Avec Massa, ils ont eu pas mal d'actualités dernièrement sur quelles sont les actions à faire pour claim les tokens qu'on a en allocation, etc., etc. Donc on propose effectivement tout cela, hein, les tutos, l'accompagnement dans les chats, les actualités pour s'il y a des actions à faire, etc. Parce qu'on part du principe que les gens, ils n'ont pas toujours les yeux sur les projets alors que nous, on les a. Donc on essaye d'être là pour faire le lien entre les actions à mener et les utilisateurs qui seraient un peu moins collés aux actualités, quoi. Et il y a eu quelques belles réussites aussi du côté de Cryptos Research pour les membres, finalement, puisque vous avez parlé de beaucoup d'airdrops qui ont eu lieu. T'as quelques retours justement là-dessus, des, j'allais dire des statistiques, non pas forcément, mais au moins des retours de membres de la communauté qui t'ont dit, voilà, j'ai été éligible à cet airdrop grâce à vous. T'as des Bah, exemples? il y a eu Aptos, Il y a eu déjà. Aptos, c'est vrai. On avait poussé Optimism, je me on avait souviens poussé aussi. on avait poussé pour Aptos le NFT, donc il y avait pas mal de gens qui l'avaient récupéré. On a eu Optimism, Arbitrum, tous les gros, hein. Après, c'est vrai qu'Arbitrum, c'est comme ça a demandé pas mal d'activités sur la chaîne. C'était un travail de longue haleine. Bon, on a eu plus ou moins des grosses allocations en fonction de l'implication des gens dans ces blockchains. Moi, j'ai toujours tendance à dire, si vous voulez farmer un airdrop, le mieux, c'est que vous ayez un comportement organique sur la chaîne. Et bah, si tu veux farmer Arbitrum, bah, tu vas sur Arbitrum, tu utilises les protocoles d'Arbitrum au quotidien si tu as des actions quotidiennes à faire. C'est comme pour les bridges. Si tu veux farmer des airdrops de bridge, notamment Layer 0, bah, tu utilises Target quand tu as besoin de faire des bridges. Et puis, au final, tu vas le farmer de manière organique. Encore faut-il avoir en visibilité les protocoles pour lesquels on peut faire des actions pour avoir derrière des airdrops. Voilà, Et oui, typiquement on a. Wormhole récemment qui annonce son airdrop. Voilà, personnellement, j'utilise énormément les bridges puisque j'ai plein d'activités à faire sur la blockchain. Bon, de temps en temps, voilà, on se dit, bah, on va aller envoyer cette fois-ci via Layer 0, cette fois-ci via Orbiter, cette fois-ci via Wormhole, et finalement, tu arrives à être récompensé. Donc, c'est aussi une autre manière quand on est actif dans cet écosystème, essayer, comme tu dis, voilà, de targeter un peu les projets qui pourraient potentiellement faire un airdrop et de les utiliser de manière totalement naturelle. Et donc ça, c'était un exemple, pardon, je t'ai coupé, du coup, tu avais t'avais d'autres exemples de protocoles pour lesquels vous étiez... On a tellement chassé d'airdrops. On attend encore un certain nombre on attend à récolter. Alors sans espérer, parce que forcément, t'as toujours un peu d'espoir, mais il faut mesurer ça. Et quand on va chasser un airdrop, on se dit pas je vais avoir tant ou je vais avoir absolument une allocation, parce que sinon on peut être déçu. Mais on a Starknet forcément que tout le monde regarde en mode début 2024. On espère quand même que le token va sortir et va nous faire une allocation. On a eu des déceptions, on a eu SUI notamment. On a eu une déception parce que forcément on a farmé SUI et à la release du token, bah, il y a eu
quelque chose qui était pas forcément un airdrop, mais une chance d'acquérir des tokens à moindre coût. Donc pourquoi pas. Et celui c'est un gros projet qui risque de se développer dans la narrative Move, etc. Donc voilà, on attend Starknet, on attend Layer 0, on attend ZK Sync, je pense comme beaucoup de monde. À côté de ça, on commence à regarder du côté de Berachain, du côté de Prism, du côté de tout ce qui est en gros en train d'être chassé. Effectivement, tu l'as dit, Celestia, tout ça, Dimension, voilà. C'est la saison des airdrops en ce moment, il y a beaucoup d'actualités sur le sujet. J'en profite pour vous dire attention aux scams sur Twitter, sur Discord. Les projets ne viendront jamais vous envoyer un message privé pour vous dire que vous avez une chance d'avoir une allocation. De la même manière que attention à tout ce qui passe sur Twitter. Rechecker, checker, rechecker. Moi, j'ai tendance à checker grâce à Twitter. Je me suis rendu compte maintenant que je vais sur Twitter, je regarde si je suis déjà abonné en fait à la page en question du projet. Je regarde si j'ai des amis qui sont abonnés sur la page en question. Je check si le site, le domaine qui est affiché sur le Twitter en question que je considère correct correspond au lien vers lequel on me renvoie. Enfin, tu vois, vraiment, j'essaie de faire un maximum de double check pour éviter les scams parce que même quand on est connaisseur, quand on a l'habitude, juste un jour où on a la tête un peu ailleurs, on peut se faire avoir. Donc, faut vraiment pas hésiter à checker, de rechecker, triple checker. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Sur le site internet, n'hésitez pas à aller voir aussi sur le logo Twitter pour être redirigé sur le Twitter. Et en parallèle, regardez Twitter s'il redirige sur le même site. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Et comme tu dis, voilà, vérifiez si les gens que vous suivez les suivent également. Comme ça donne un peu une indication si c'est un nouveau compte fake ou pas du tout. Donc voilà, ça, c'était une très bonne parenthèse en effet. Et moi, je le vois de plus en plus actuellement. Je me fais taguer tous les jours, je pense, sur des tweets de projets qui me disent ça y est, l'airdrop de Starknet est disponible, claim sur cette page. C'est très pro, c'est très bien fait, mais c'est évidemment une manière de vous vider vos wallets. Donc tu parlais de Starknet, on l'attend et il y a des annonces voilà, qui parlent de très très prochainement. Euh, mais bon, ça, ce sont des airdrops voilà, qu'il fallait farmer il y a longtemps. Et encore une fois, comme tu disais, farmer d'ailleurs, personnellement, j'ai utilisé Starknet par pur plaisir et par envie de découvrir Starknet plus que par volonté de farm l'airdrop. Mais tu parlais donc des autres Layer 2 de type ZK Rollup, donc ZK Sync, Scroll, on a Polygon, ZK EVM, on a Linea, tout ça. Il y a toute cette tendance-là qui pourrait avoir lieu à peu près dans la même période. On a les bridges, les protocoles d'interopérabilité, on va dire, avec Bridge et Layer 0 voilà, dans ce domaine-là. On a aussi un sujet, c'est aussi les plateformes comme Hyperliquid ou Aevo, qui sont des plateformes qui permettent de faire du trading avec effet de levier, etc. DYDX avait distribué un gros airdrop, il y a tout un sujet de tendance là-dessus, et je voulais faire une parenthèse, puisque on va pas tarder, je pense, à conclure le podcast, mais je voulais faire une parenthèse sur ce sujet. Hyperliquid donc vous permet d'acquérir des points, puisque ça c'est un peu la nouvelle tendance aussi au sein des airdrops, c'est les protocoles qui vous disent ben, vous utilisez mon protocole pendant un certain temps, que ce soit voilà, des protocoles de lending, borrowing ou des protocoles qui vous permettent de faire du trading, peu importe, et vous gagnez des points. Vous pouvez accumuler des points et ces points vous pourront être convertis en tokens potentiellement au moment du lancement du token. Donc des exemples de projets comme ça, il y en a plein, plein, plein. Mais il y a quelque chose supplémentaire qui s'est ajouté récemment avec une application qui s'appelle Whales Market et qui te permet déjà de revendre tes points. Typiquement sur Hyperliquid, il y a déjà des points qui partent à des prix exorbitants par rapport au coût que ça représente juste de les obtenir. Qu'est-ce que tu en penses de toi, de cette, de cette course à on veut mettre en place des points et deux, de cette possibilité maintenant de revendre ou d'acheter des points comme ça pour éventuellement parier sur un airdrop. Est-ce que tu as un avis sur ce sujet? Ouais. Déjà, c'est vrai que je trouve intéressant que les projets évoluent. Les choses évoluent beaucoup et rapidement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils essaient de contrer un petit peu le fait que les chasseurs d'airdrop soient des criquets qui passent d'un projet à l'autre avec leur liquidité et qui repartent avec leur liquidité. Ils essaient de capter de la liquidité, de la capter sur le long terme. Et en contrepartie, ils fournissent des points. Pourquoi pas? Après, c'est juste des points. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Dernièrement, j'ai été un petit peu déçu avec Eigenlayer puisque le cap de points pour obtenir l'airdrop de Altlayer, je crois que c'était, a été au-dessus de l'allocation que j'avais obtenue. Donc, on verra à quoi servent ces points. Mais la première question que je me suis posée quand j'ai vu Whale Market, c'est bah, comment ils font pour vendre des points.
Exactement. Je ne sais Est-ce toujours que, pas est-ce d'ailleurs. que tu as la réponse? Je n'ai toujours pas la réponse. Ok, parce que là, En pour le coup, revanche, j'ai un élément de réponse, c'est que euh, lorsque tu veux vendre des points, il faut que tu places en collatéral le montant que tu veux récupérer. Chose que déjà je ne comprends pas dans le mécanisme. Ces points, ils sont attribués à votre compte, mais jamais je les ai claim, jamais je les ai récupérés sur mon wallet. Donc comment est-ce qu'ils savent on peut les vendre? Est-ce que c'est justement, donc là je prends l'exemple d'Hyperliquid, un protocole que j'utilise personnellement et donc j'ai des points. Est-ce que c'est Hyperliquid qui s'est associé avec Whale Market pour du coup mettre en commun les infos pour qu'ils sachent que ce compte-là, enfin cette adresse-là a des points, donc je lui donne l'autorisation de transférer les points. Enfin, pour moi, c'est un grand mystère encore. C'est tout nouveau, hein, Wells Market. Ça fait quelques semaines à peine qu'on a cette possibilité d'achat-vente de points, mais je ne comprends toujours pas comment ça fonctionne. ouais, bah tu vois, je suis pareil. Mais pour le coup, je trouve d'une certaine manière intéressant d'avoir cette capacité de générer des points et derrière de les revendre. Pourquoi pas? On sait pas qu'est-ce qu'on aura avec nos points, donc à la limite, pour les gens qui veulent du concret tout de suite, pourquoi pas? Tout à fait, c'est une manière finalement de parier sur le fait que soit qu'il y aura un airdrop ou non, soit que cet airdrop sera de grande valeur ou non. Parce que ceux qui revendent aujourd'hui leurs points hyper liquides, c'est ceux qui soit ont besoin de liquidité à court terme, soit ont la volonté de se dire, enfin, ou plutôt le pari de se dire, ah voilà, l'airdrop d'hyper liquide, il est beaucoup trop surcoté aujourd'hui. Je vends maintenant mes points et au pire tant pis, mais je trouve ça intéressant de rajouter cette dimension de trading comme ça, tout comme par exemple la possibilité déjà de trader en perp sur certaines applications, sur les tokens qui sont pas encore lancés, qui sont en pré-market avant l'airdrop. Ça a été le cas avec de Jupiter sur Solana, avec Dim récemment. Enfin, il y a toute cette nouveauté-là, ça rajoute un marché supplémentaire. Et voilà, j'ai pas d'avis personnel sur le sujet, si c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas ça existe et je trouve ça intéressant. Bah, l'écosystème se développe, quoi, tout simplement. Exactement. Alors, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, au moment où on a enregistré ce podcast avec Koban, on parlait donc de cette fameuse application Whales Market qui vous permet d'échanger et de vendre des points que vous pouvez accumuler sur différents protocoles. Je me permets de faire cette parenthèse parce que on s'est un petit peu trompé dans la manière avec laquelle on l'a expliqué, on n'avait pas assez creusé le protocole et avec du recul, je voulais tout simplement faire quelques petites précisions. Concrètement, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que certains protocoles, comme Hyperliquid, dont on parle dans ce podcast, vous permettent d'accumuler des points en fonction de l'utilisation que vous faites de cette application. Donc, plus vous générez de volume sur l'application, plus vous gagnez des points. Et à terme, ces points pourraient potentiellement être convertis en tokens lorsque l'application déciderait de lancer son token. Et ce que nous expliquions dans le podcast avec Koban, c'est que Whales Market vous permet d'acheter et de vendre ces points en avance. Sauf que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Concrètement, l'application va mettre en relation un acheteur et un vendeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui a accumulé des points sur Hyperliquid peut décider de les vendre à un certain prix. Par exemple, il a accumulé 100 points et il les vend pour 100 dollars. Et comment il va faire? Eh bien, il va placer 100 dollars en collatéral. Et ensuite, un acheteur va venir se positionner en face et placer également 100 dollars en collatéral pour acheter dans le futur ces points. Et c'est ça la différence dont on n'a pas parlé dans le podcast, c'est que tout se passe dans le futur au moment où l'application en question, donc Hyperliquid, décide de convertir les fameux points en tokens. Auquel cas, à ce moment-là, le vendeur devra aller convertir ces points en tokens et les envoyer à l'acheteur. Et s'il ne le fait pas, eh bien, ce collatéral sert finalement de garantie à l'acheteur de quand même être payé d'une certaine manière. Donc voilà, cette petite parenthèse était tout simplement une manière de vous préciser un élément. Non, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas aller échanger des points que vous accumulez sur différentes applications contre de l'argent. Il faut attendre évidemment que ces points soient convertis en token lors d'un potentiel futur airdrop. Voilà, je vous laisse pour la suite et la fin de ce podcast. On fait déjà 45 minutes de discussion, donc on va pas tarder à conclure. Je voulais juste te poser une dernière question. Est-ce que toi, il y a des domaines à l'heure actuelle que tu suis en particulier, que ce soit toujours dans ce sujet des airdrops, mais je veux pas résumer ton activité sur ça, parce que tu fais beaucoup, beaucoup d'autres choses, et il y a beaucoup de sujets que tu suis assidûment. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y en a en particulier des tendances dans l'écosystème que tu surveilles? Je vois où tu veux m'amener. Tu peux Est-ce qu'on répondre va autre parler chose. gaming un peu? Tu peux répondre autre chose, mais on peut se faire 5 minutes gaming si tu veux. Je sais que c'est un sujet Ouais. que Alors, t'apprécies. je vais apporter, pour introduire le gaming, je vais apporter un petit tips, parce que tout à l'heure, on parlait d'avoir un comportement organique sur les protocoles sur lesquels on chasse des airdrops, et notamment Starknet, Mhm. ou Zk-Sync ou autre, hein. Je
prends pas forcément l'exemple précis de Starknet pour dire Starknet, hein. Mais ce que j'ai fait moi, c'est que je suis allé chercher les projets de gaming sur Starknet. Je les ai testés, j'ai commencé à y jouer. Du coup, j'ai généré des transactions. J'ai eu un comportement organique et au final, c'est un petit tip que je trouve intéressant pour éviter de se dire je vais faire des transactions, des swaps, des machins, des transferts et tout ça, et qui sont des choses qui sont pas forcément très marrantes. Aller sur un jeu, tester le jeu, générer des transactions grâce au jeu, je trouve ça vachement intéressant. Donc, pour moi, ça marche. Après, pour Sans les autres, vouloir faire, à voir. sans vouloir faire la promotion de certains jeux, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, à savoir, on regarde, voilà, ce domaine nous intéresse, mais en même temps, on a un peu la vision de, bah, les jeux qu'on a vu passer jusqu'ici n'étaient pas forcément des jeux très, très top. Toi, je sais que de temps en temps, tu envoies sur le serveur Discord de Cryptost quelques idées de jeux, et quand je regarde, je me dis, ah ouais, je ne savais pas qu'on était déjà à ce niveau-là de qualité de jeu. Donc, est-ce que tu as des idées un petit peu de certains qui peuvent être intéressants, que tu juges comme potentiellement cool à jouer ou à suivre? Ça peut donner des idées éventuellement à ceux qui nous écoutent, qui voudraient jeter un coup d'œil. Ouais. Alors, bon, de mon point de vue, actuellement, le jeu qui propose l'avancement et le potentiel le plus important, et c'est très subjectif, c'est Big Time. C'est un MMORPG qui aujourd'hui est déjà jouable avec son économie qui a été lancée en fin d'année dernière autour du mois de novembre. Euh, j'ai des joueurs, des amis à moi qui sont des joueurs Web 2 qui connaissaient pas du tout Web 3, qui ont commencé à jouer au jeu, qui ont apprécié le jeu. Donc ça pour moi déjà c'est un bon signal. C'est un jeu qui n'est pas pay to win, donc ça c'est encore un bon signal. Et c'est un jeu dans lequel le Web 3 est vraiment bien développé et l'économie est relativement complexe. Et voilà. Donc Big Time, très très gros sujet. À côté de ça, j'ai d'autres trucs, mais qui sont vraiment, encore une fois, c'est très subjectif. J'aime bien Influence sur Starknet. C'est le jeu que j'ai utilisé pour générer mes transactions. Influence, qui est un genre d'O-game pour ceux qui connaissent, hein. C'était en gros un jeu de space opéra en navigateur qui existait il y a 20 ans et qui est ressorti en 2012. Enfin, mais globalement, tu gères tes vaisseaux, ta base, tu gères ton minage sur un navigateur web. Du coup, Influence, sympa. Il y a Wildcard que j'ai testé récemment en playtest, que j'ai trouvé aussi très bien fini. Des graphismes qui sont vraiment très jolis. On va dire une certaine originalité dans le gameplay. Parce que ce qu'on cherche, c'est des jeux qui sont pas un copier-coller d'autres choses, mais vraiment des projets originaux. On a Cross the Ages aussi, qui est arrivé là dernièrement en annonçant leur deuxième jeu qui s'appelle Arise, qui est juste un projet complètement fou, qui devrait reposer en fait sur un sous-jacent économique lié à la transition écologique. Donc, si j'ai bien compris, ils vont en gros acquérir des terrains sur lesquels ils vont mettre des panneaux solaires et les investisseurs pourront acquérir une part de ces terrains-là qui va générer un rendement. Et l'objectif, ça sera pour les joueurs de venir piller ce rendement. Voilà. Le concept est plutôt cool. Donc, Arise, ce sera un action RPG dans lequel tu vas pouvoir aller farmer des donjons. Ces donjons seront posés sur les terrains des investisseurs. Les investisseurs, ils ont forcément un rendement garanti, mais il y aura une part de ce rendement garanti que les joueurs pourront piller. Voilà. Donc, je trouve le concept super sympa, d'autant que les défenseurs, a priori, de ces terrains-là, puisque les gens ont quand même la capacité de se défendre, auront besoin des cartes du jeu, des CG, pour défendre leur terrain. Donc tu vois, ils essayent de créer une synergie entre tous les jeux qui vont développer et je trouve que le système est vraiment sympa. Ok, bah écoute, c'est super Voilà, bon intéressant ça. j'en ai d'autres en tête, mais je vais pas tous les citer. Il y a Shrapnel qui est en train de sortir qui ont sur le 8 et le 9 février, qui font, je pense quand la vidéo sera sortie, ça sera déjà terminé, mais qui font des tests avec une allocation pour les meilleurs compétiteurs. Donc c'est un FPS avec extraction, un genre de Tarkov, mais du coup Web3 avec des NFT. Le gameplay a l'air sympa. Il y a eu un test qui a été fait sur une map Fortnite et les gens ont vraiment apprécié le gameplay, donc ça peut être un gros dossier des semaines et mois à venir. Ok, bah de toute manière, voilà, ceux qui veulent en avoir plus d'informations, il suffit de rejoindre Cryptos Research puisque voilà, c'est un des sujets que tu abordes dessus, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci. Pour le coup, personnellement, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais en même temps, je prends pas vraiment le temps d'aller voir, donc
Je trouve ça super intéressant et j'avais une discussion à l'époque sur un podcast que j'avais fait pour Cryptost avec Yatsu, qui est donc le directeur de Animoca Brands, voilà, un des studios qui finance le plus ce domaine du gaming et du metaverse dans le domaine du Web3. Et il me disait alors il m'avait parlé de 2023, ce sera peut-être 2024, mais il me disait voilà, tous les jeux qui en 2020-2021 ont profité de la tendance du bull run pour commencer à être développés, ben, ce sont des gros jeux et donc forcément ça se fait pas en un an, ça se fait pas en... Et ça prend un certain temps. Il me disait voilà, 2023-2024 ce sera l'année où on commencera à voir sortir ces gros jeux qui ont pris du temps à dev et qui arriveront potentiellement probablement en même temps qu'un potentiel bull run. Donc je trouvais ça intéressant et je garde ça en tête en me disant voilà, je me réintéresserai potentiellement à ce domaine-là prochainement. Et donc voilà, les exemples que tu as donnés ont l'air franchement très très cool. Donc on suivra ça avec attention. En tout cas, merci beaucoup Koban pour le temps que tu nous as accordé, pour toutes ces alphas que tu nous as donné, toutes ces informations exclusives et c'est super intéressant d'avoir ton retour de toute manière sur le sujet des airdrops qui fait partie d'une de tes activités au quotidien et c'est intéressant donc d'avoir ton retour d'expérience. Donc voilà, merci pour toutes ces infos et qu'est-ce qu'on pourrait dire à part parler de Crypto Research? Est-ce que tu as des réseaux personnels sur lesquels on peut te suivre aussi en particulier? Alors, je suis pas très présent sur les réseaux. Je suis surtout sur Cryptos Research. Ouais, Donc, n'hésitez pas hein, si vous voulez venir nous rejoindre. On est en train de faire euh, une communauté familiale qu'on apprécie et on essaye avec toute bienveillance de vous aider et de vous accompagner dans cet écosystème crypto. Et ce sera un plaisir de vous voir nous rejoindre. Voilà. et si vous voulez faire une petite étape supplémentaire avant d'aller sur Cryptos Research, au moins juste pour discuter avec d'autres membres de Cryptost, vous avez le Discord de Cryptost qui est aussi dans la description. Voilà. Mais évidemment, si vous voulez retrouver toutes ces alphas de Koban, c'est sur Cryptos Research. Voilà, voilà. Merci à toi. Je te souhaite un bon week-end et on se revoit potentiellement très vite sur la chaîne YouTube de Cryptost. Ciao. Ciao.